Pendant plus d'un siècle, les cryptographes n'ont pas réussi à en déchiffrer une seule page. Même l'ancienne équipe de décryptage d'Alan Turing n'y est pas parvenue. Puis un petit laboratoire informatique universitaire et non des historiens a utilisé un modèle de langage d'intelligence artificielle pour analyser le livre. Ce modèle a découvert quelque chose d'inattendu, le livre qui a fait craquer tous les décrypteurs. Le manuscrit Voynich est un véritable livre conservé à la bibliothèque de livres rares et de manuscrits Bayat de l'Université de Yale catalogué sous la référence MS-408. Il s'agit d'un ouvrage d'environ 240 pages de parchemin en peau animale appelé vélin rempli d'un texte manuscrit fluide dans une écriture que personne sur Terre ne peut déchiffrer. En 2009, des scientifiques de l'Université d'Arizona ont analysé 4 échantillons de ces parchemins par datation au radiocarbone et ont obtenu un résultat avec une certitude de 95%. Le vélin a été fabriqué entre 1404 et 1438, ce qui situe l'ouvrage au début du XVe siècle, à la fin du Moyen Âge en Europe. L'espage regorge également de dessins étranges. On y trouve des plantes qui ne correspondent à aucune espèce connue des cartes stellaires et des symboles du zodiaque. Des femmes nues se baignant dans des bassins reliés par d'étranges tubes, des diagrammes circulaires que certains appellent des rosettes des bocaux qui ressemblent à des produits pharmaceutiques et des blocs de texte denses que certains chercheurs pensent être des recettes. Les historiens ont regroupé le tout en 6 sections en se basant uniquement sur les illustrations puisque personne ne peut lire les textes qui y sont associés. C'est un fait établi reconnu par la quasi-totalité des historiens ayant étudié l'ouvrage. Les véritables débats commencent dès que l'on tente d'expliquer le sens des mots. Et ce débat a impliqué l'intelligence artificielle il y a quelques années. Les informaticiens qui ont tenté une nouvelle approche. En janvier 2018, Greg Kondra, expert en traitement automatique du langage naturel, et son étudiant diplômé, Bradley Hauer, de l'Université de l'Alberta, ont décidé d'appliquer une intelligence artificielle au manuscrit. Au lieu de tenter de traduire directement les mots, ils ont conçu un algorithme pour déterminer d'abord la langue d'origine. Leur méthode consistait à utiliser des échantillons de la Déclaration universelle des droits de l'homme traduits dans 400 langues différentes, puis à comparer les schémas de ces textes avec ceux de l'écriture de Voynich. Ils ont commencé par supposer que le manuscrit pouvait être arabe. Après l'exécution de leur algorithme, le résultat a pointé vers une toute autre piste. L'hébreu est apparu comme le candidat le plus probable. À partir de là, les 2 chercheurs ont élaboré une théorie selon laquelle le texte utilisait ce qu'on appelle des alphages, ce qui signifie que chaque mot pourrait représenter une version brouillée d'un mot réel, avec des lettres réarrangées dans le désordre de la même manière qu'une anagramme. Ce simple passage de l'arabe à l'hébreu constituait déjà un rebondissement surprenant que personne n'attendait d'un logiciel. Mais dès que l'équipe a appliqué cette hypothèse hébraïque à des phrases réelles du manuscrit, quelque chose d'encore plus étrange en est apparu. La phrase qui a fait les gros titres dans le monde entier grâce à leur méthode alphagrammatique combinée à Google Traduction. Kondra et Hauer ont produit une phrase lisible à partir du début du manuscrit. Une fois déchiffrée et traduite, elle donnait à peu près ceci. Elle a fait des recommandations aux prêtres, aux chefs de famille, à moi et aux autres. Contract a déclaré aux journalistes que la phrase était grammaticalement correcte et pouvait être interprétée, la qualifiant de véritable avancée. Après des décennies de silence total autour du texte, les médias s'en sont rapidement emparés. Fox News titrate « Le manuscrit enfin décodé ». La presse canadienne en a parlé. Global News a interviewé Kondra directement à propos de cette découverte. Pendant quelques jours, on a cru que l'un des mystères les plus tenaces de l'histoire avait été résolu grâce à un laboratoire d'intelligence artificielle universitaire. L'enthousiasme fut de courte durée, car d'autres experts examinèrent de près la genèse de la phrase. Ce qui suivit donna lieu à l'un des plus grands fiascos scientifiques publics que la communauté Voynich ait connu depuis des années. La réaction négative qui suivit fut immédiate. Les médiévistes et les chercheurs de Voynich ont réagi presque immédiatement. Damian Fleming, médiéviste à l'Université d'Indiana University Purdue de Fort Wayne, a publiquement ridiculisé les résultats sur les réseaux sociaux quelques jours après leur publication. Son principal reproche ne portait pas sur l'identification des langues qui reposait sur des méthodes statistiques rigoureuses. Son grief concernait l'étape finale de traduction,
où l'équipe s'est appuyée sur Google Traduction, un outil conçu pour l'hébreu moderne pour interpréter des mots qui pouvaient avoir plus de 600 ans et qui, de surcroît, étaient brouillés. Les critiques ont fait valoir qu'aucun historien de l'hébreu ancien n'avait été consulté pour vérifier le sens exact. Or, Kondrack lui-même a admis que cette vérification était nécessaire pour que le sens complet du manuscrit puisse un jour être confirmé. Les chercheurs de Voynich ont souligné que des dizaines de personnes, au fil des décennies, avaient annoncé des découvertes similaires avant de tomber dans l'oubli faute de pouvoir reproduire leurs résultats. Avant de poursuivre, si cette analyse vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Cela soutient énormément la chaîne. Ce schéma d'annonce fracassante suivi d'une correction rapide n'avait rien de nouveau dans ce domaine. Il s'est reproduit 1 an plus tard, cette fois-ci avec un poids institutionnel encore plus important. On se souvient notamment de l'époque où une université avait retiré son propre communiqué de presse. En mai 2019, l'Université de Bristol a publié un communiqué de presse annonçant que l'un de ses chercheurs, le Dr. Gerard Cheshire, avait déchiffré le manuscrit en seulement 2 semaines. Cheshire affirmait que le texte était écrit dans une langue éteinte qu'il appelait proto-roman, une forme ancienne de latin parlée antérieure aux langues modernes comme l'italien et l'espagnol. Son article paru dans la revue Romance Studies indiquait que l'ouvrage traitait de la santé des femmes, des remèdes à base de plantes et des bains thérapeutiques. Les médias de CNN et la BBC ont relayé l'information en quelques heures. Puis la réaction négative a été encore plus rapide que celle qui avait suivi l'étude sur l'IA l'année précédente. Lisa Fagan Davis, directrice générale de l'Académie médiévale d'Amérique, a qualifié l'idée même d'une langue proto-romane d'absurde, affirmant qu'elle avait essayé de reproduire les résultats de Cheshire des années auparavant et avait constaté que la méthode s'effondrait dès qu'on essayait de l'appliquer de manière cohérente. Elle a expliqué que les substitutions étaient subjectives, ce qui signifie que l'on pouvait transformer les lettres en n'importe quel mot en fonction du résultat souhaité. Bristol a retiré l'article de son site web en moins de 24 heures, indiquant que des doutes avaient été soulevés quant à la validité de la recherche. 2 affirmations majeures, à 2 années d'intervalle, ont été annoncées en grande pompe, puis rapidement démenties par des experts externes. Une 3e théorie existe également selon laquelle le manuscrit entier n'aurait peut-être même pas besoin d'être traduit car il ne contiendrait rien de réel à traduire. L'hypothèse selon laquelle le livre entier serait un faux. En 2004, un chercheur du nom de Gordon Rugg a proposé une explication radicalement différente de celle fondée sur la langue. Il a avancé que le texte aurait pu être produit à l'aide d'un outil appelé grille à carton, un appareil constitué de carton perforé que l'on fait glisser sur une table contenant des fragments de mots. Alignez la grille sur des colonnes remplies de préfixes de radicaux et de suffixes, et vous pourrez générer mot après mot ressemblant statistiquement à une vraie langue, sans pour autant que cela ait le moindre sens. Rugg a souligné la structure inhabituelle de la longueur des mots du manuscrit qui présente une régularité étrange rarement observée dans les langues humaines naturelles. Ceci comme preuve à l'appui d'un processus mécanique de ce type. Il y a cependant un problème majeur avec la chronologie. Le grill cardon a été inventé par Girolamo Cardino en 1550. Le parchemin du manuscrit a été daté au carbone 14 entre 1404 et 1438, soit plus d'1 siècle avant l'existence de cet outil. Rugg a tenté de contourner cette lacune en suggérant soit l'existence d'une version antérieure de la grille qui a simplement disparu de l'histoire, soit que le manuscrit a été écrit après le Vélin lui-même, en utilisant du vieux parchemin qui traînait depuis des décennies. Cette incohérence chronologique n'a jamais été entièrement résolue par personne ni par le camp du canular. Elle est également liée à un problème plus profond enfoui dans les lettres et les mots mêmes du texte. Un phénomène que ni l'étude sur l'IA ni la théorie du canular ne peuvent expliquer pleinement des mots qui se comportent comme une véritable langue, mais qui n'en sont pas une. On sait que des chercheurs, en étudiant le texte brut du manuscrit, ont découvert une anomalie grâce à un concept mathématique appelé entropie de l'information, qui mesure la prévisibilité d'un texte. Un charabia aléatoire obtient généralement un score très élevé car il ne présente aucune régularité.
Les langues humaines réelles obtiennent un score beaucoup plus bas car certaines lettres et structures de mots se répètent constamment. L'écriture Voynich obtient également de faibles scores, se rapprochant davantage du comportement d'une langue réelle que d'un bruit aléatoire. Les mots suivent également des règles internes strictes concernant les caractères autorisés à apparaître au début, au milieu ou à la fin d'un mot similaire aux règles grammaticales des langues réelles. C'est précisément ce genre de schéma qui donne à certains chercheurs l'assurance qu'une signification profonde y est enfouie. Étrangement, c'est aussi le même type de schéma que la méthode du chariot et du grill de Rugg peut recréer accidentellement par un processus purement mécanique. Les deux camps peuvent s'appuyer sur les mêmes données statistiques et aboutir à des conclusions diamétralement opposées. Cette contradiction réapparaît lorsqu'on prend du recul par rapport au texte et qu'on examine le parcours de cet ouvrage avant même qu'il n'arrive dans une bibliothèque. La traçabilité des droits de propriété est tout aussi confuse que le texte lui-même. Une liste de propriétaires dont l'identité reste incertaine. Le premier propriétaire mentionné dans les archives est l'empereur du Saint-Empire romain germanique Rodolphe II qui régna de 1576 à 1612 et aurait acquis le manuscrit pour 6 cents ducats d'or, croyant qu'il avait été écrit par le philosophe anglais médiéval Roger Bacon. Cette affirmation provient d'une lettre écrite des décennies plus tard par Johannes Marcus Marci, un médecin pragois adressé au jésuite Athanasius Kircher à Rome. Aucun document des livres de comptes impériaux ne confirme que Rodolphe ait jamais effectué cet achat, ce qui a conduit certains historiens à considérer l'histoire des 6 cents ducats comme une légende plutôt que comme un fait avéré. Le livre aurait été transmis à son pharmacien de cour, puis à un alchimiste nommé Georg Barres, qui, incapable de le déchiffrer, demanda à Kircher de l'aider à le traduire en 1639. Après la mort de Barres, Marci hérita du manuscrit et l'envoya à Kircher en 1665 accompagné de sa lettre désormais célèbre. Le livre disparut ensuite des archives publiques pendant environ 2 siècles jusqu'en 1912, date à laquelle un libraire polonais du nom de Wilfred Voyage le trouva dans un coffre à la Villa Mondrian, un collège jésuite près de Rome, et l'acheta sur le champ. Même le récit de Voynich sur la découverte du livre présente de légères incohérences avec une version ultérieure écrite par sa femme. Ce détail explique en partie pourquoi une autre théorie persiste. L'idée que le manuscrit entier puisse être un canular monté bien plus récemment qu'on ne le suppose. L'hypothèse selon laquelle Voynich l'aurait réalisé lui-même a été avancée. Quelques chercheurs ont suggéré que Wilfred Voynich aurait créé le manuscrit entre 1900 et 1912 en utilisant de véritables fragments de parchemin anciens pour lui donner un aspect ancien, puis aurait inventé de toutes pièces l'écriture et les illustrations afin d'accroître la valeur de cette mystérieuse découverte sur le marque-page ancien. Voynich avait un passé mouvementé marqué par des faux passeports et des activités révolutionnaires au début de sa vie, ce que les partisans de cette théorie considèrent comme la preuve qu'il possédait les compétences nécessaires pour ce genre de tromperie. Ils soulignent également l'écriture du manuscrit remarquablement uniforme, contrairement à la plupart des livres médiévaux copiés par plusieurs scribes travaillant ensemble dans un atelier. La datation au radiocarbone de 2009 constitue le principal obstacle à cette théorie, puisqu'elle confirme que le vélin date bien du début du 15e siècle, soit plusieurs siècles avant la naissance de Voyage. Ces tests scientifiques uniques ne réfutent pas complètement l'hypothèse du faux corps. Un vieux parchemin pourrait théoriquement être réutilisé par un faussaire ultérieur. Cependant, il signifie que la version la plus répandue et la plus crédible de la théorie du canular se trouve confrontée à une preuve matérielle irréfutable. En résumé, voici à quoi tout cela aboutit après l'étude du langage de l'IA, l'affirmation concernant la protomancie de Bristol, la théorie du canular de Cardon Grelil, les études sur l'entropie et plus d'un siècle de registres de propriétés comportant de nombreuses lacunes. Personne n'a produit de traduction que d'autres experts puissent confirmer indépendamment. Les travaux de Kondra et Hauer sur l'IA ont fourni aux chercheurs un indice véritablement utile, une véritable indication statistique pointant vers l'hébreu comme langue racine possible publiée dans une véritable revue à comité de lecture appelée Transactions of the Association for Computational Linguistics. Mais la phrase qui a fait les gros titres s'appuyait sur un outil de traduction moderne jamais conçu pour un texte vieux de 600 ans potentiellement brouillé.
Kondrash lui-même a déclaré qu'une confirmation complète nécessitait encore qu'un historien de l'hébreu ancien accepte de résoudre le reste de l'énigme. L'affirmation de Bristol s'est effondrée en quelques jours sous un examen identique. La théorie du canular se heurte à son propre obstacle, notamment la datation au radiocarbone. Ce que les preuves confirment n'est ni un mystère résolu, ni un canular avéré. Elles étayent un manuscrit qui continue de produire des schémas suffisamment réalistes pour tenter les scientifiques les plus sérieux et suffisamment complexes pour remettre en cause toutes les victoires annoncées jusqu'à présent. Si vous souhaitez voir davantage d'analyses approfondies de ce genre, l'abonnement est gratuit et permet à cette chaîne de continuer à dénicher des histoires similaires.